Le second point sur lequel je voulais revenir, c'est ce fameux délai de garde à vue. Oui. En effet, pour le moment, les travaux parlementaires vont en ce sens qu'une prolongation d'un délai identique de 24 heures pourrait être accordée, moyennant bien évidemment un acte procédural supplémentaire. Une autre solution pourrait être adoptée. Celle-ci consiste à prolonger ce délai de garde à vue, non pas automatiquement d'un délai de 24 heures, mais le temps nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Est-ce que cette solution n'est pas plus conforme au caractère tout à fait exceptionnel d'une détention avant un procès? Alors, la question du délai de garde à vue, c'est évidemment une des questions centrales et pivots de nos débats. Bon, article 12 de la Constitution, je vous ai dit dans quelle situation nous sommes. Il y a des tenants qui seraient des partisans de l'étendre de 24 à 48 heures. On ne discute pas, mais on ne sait pas être dans ce cas de figure là, pour le moment, le cas échéant. Alors, le débat s'est porté, effectivement, sur le fait de dire, voilà, on allonge, s'il est chez ce délai de 24 heures, à concurrence du temps nécessaire requis pour formaliser ces droits de la défense, c'est-à-dire l'arrivée de l'avocat, le cas échéant, l'arrivée des interprètes. Bon, dans la pratique, je pense que c'est difficilement jouable, difficilement applicable sur le terrain, parce que ça va nécessiter, le cas échéant, ce qu'on a appelé dans nos débats de commission, on a eu le débat, des comptes d'apothicaire. Alors, on a choisi la voie peut-être la plus simple et la plus rigoureuse. Article 12, il faut une ordonnance motivée dans les 24 heures, motivée mais pas pro forma, en raison des circonstances de l'espèce, donc ça ne doit pas valoir pour toutes les affaires. Et cette ordonnance, elle peut arriver après 10 heures de garde à vue, et on part pour 24 heures, après 12 heures, et on part pour 24 heures, ça fera 36 heures au total. Mais donc on a choisi de faire repartir pour un délai de 24 heures, Pen and the lane, pour une raison peut-être de simplification et pour éviter de commencer à, je veux dire, un peu à chipoter. Mais c'est clair que le débat, il y a eu la proposition initiale allait dans ce sens, de consacrer cet allongement en fonction du temps nécessaire pour l'application des droits de la défense, mais l'amendement requis qui a été voté prévoit un délai d'allongement de 24 heures, mais c'est pas 24 plus 24, ça peut être 10 plus 24, quoi. C'est dans ce sens-là. C'est une option. C'est une option, peut-être un peu de facilité, mais je crois qu'il faut penser aussi au travail des enquêteurs sur le terrain, le cas échéant, au travail du parquet. Mais je ne pense pas que, tel que c'est pour le moment, ce soit scandaleux, parce qu'on exige quand même des formalités, ce n'est pas une prorogation automatique de 24 heures. Finalement, la jurisprudence s'abuse. Est-ce que ça ne pourrait pas être un prétexte pour revoir peut-être la loi relative à la détention préventive, d'autant plus en profondeur? Certains pensent qu'il conviendrait d'imposer des auditions audio-filmées, ou encore qu'il faudrait permettre au juge d'instruction de se consacrer pleinement à son instruction en le déchargeant de toute cette responsabilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt, confiant alors toute cette compétence à une nouvelle juridiction à créer. Est-ce qu'on est mûr finalement pour aborder ces types de sujets? Alors, je pense, comme je vous l'ai dit, que cette jurisprudence SAL 12 et suivante est une difficulté technique parce qu'on risque d'arriver, pour s'adapter à cette jurisprudence, un peu un système de briques et de broc. Je vous l'ai dit, on doit faire œuvre créative et créatrice dans un système donné, ce qui n'est pas évident, donc on risque de déboucher sur quelque chose d'un petit peu hybride. Moi je dis parfois, je ne sais pas quel mouton à 5 pattes va sortir de la commission, et je n'ose pas dire de créature de Frankenstein. Donc je suis assez lucide par rapport à ça parce que je me rends compte du fait qu'on ne repart pas d'une page blanche. Bon, je préférerais repartir d'une page blanche et revoir qu'il faudrait mieux repenser le système. Alors moi je vous dis franchement, on a raté une occasion en or. Une occasion en or qui est celle du grand franchiment. Pendant 18 mois au Sénat, à la Commission de la justice du Sénat, nous avons travaillé sur cette réforme de la procédure pénale
donc du Petit Franchimont, loi de 98, en passant au Grand Franchimont, qui était un système architecturé, un système en soi, où toutes ces questions-là étaient déjà réglées. 18 mois de travail de la Commission de la justice au Sénat, voté au Sénat, c'est parti à la Chambre, c'est tombé à rien du tout, ça a été torpillé, saboté, notamment par les parquets généraux. Alors voilà, moi je rends quand même attentif à ça. C'est vraiment un rendez-vous, une occasion manquée. Le facteur ne sonne pas toujours deux fois et on ne repasse pas toujours les plats. Et nous voilà alors qu'on a raté cette occasion du Grand Franchimont à cause de la pression des procureurs généraux sur les parlementaires, sur les députés. Nous voilà donc contraints de faire cet exercice particulièrement ingrat, particulièrement indigeste, alors que cette égalité des armes dans le procès pénal était définie, mais dans le cadre d'un système pensé, d'un système architecturé, d'un système cohérent, d'un système logique qui était celui du Grand Franchimont. Et nous voilà obligés de mettre des rustines là où on peut les mettre. Alors l'enregistrement audiovisuel, et oui, je vous ai dit, on a ce débat, il y a une circulaire des PG demandant l'enregistrement audiovisuel. Je crois que le top de la police était d'accord, et ce sont les syndicats qui ont dit si vous nous obligez à faire ça, on fait grève. Bon, alors le ministre a dit bon, je préfère alors la présence de l'avocat, etc. Le débat que nous avons, parce qu'il est quand même là plus qu'en back-office, parce que c'est quand même lui qui devra porter la réforme, c'est quand même le ministère de la Justice qui devra donner les budgets. Et il y a cette présence de l'avocat, et maintenant j'apprends que les policiers disent bah, si c'est ça, on fera grève. Il faudrait savoir, parce qu'ils vont pouvoir faire grève aussi quand toutes les poursuites, quand toutes les enquêtes qu'ils auront menées vont tomber par terre. Et là, le coût pour la société ne sera pas 30 millions d'euros, ce sont des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'enquêtes, de travaux judiciaires qui vont tomber à l'eau, qui vont coûter beaucoup en termes d'ordre public, d'ordre social, et qui vont être par terre parce qu'on va déclarer des nullités, des poursuites. Donc je pense que chacun va devoir s'adapter et faire un effort. Et il est possible aussi, je vous dis, les avocats nous ont dit mais oui, mais si vous ne prévoyez qu'une assistance passive, bah, on n'enverra personne. Donc une assistance en amont. Hein. Bah oui, bah alors les choses vont se régler d'elles-mêmes. Donc voilà, moi mon sentiment c'est que effectivement c'est un peu des rustines là où on peut les mettre dans un système donné, juste préférer la grande réforme à côté de laquelle on est passé il y a quelques années. Et selon vos pronostics, Madame de Freigne, quand est-ce que cette loi verra le jour? Alors attendez, mon pronostic, moi je veux bien que ce soit voté en commission de la justice la semaine prochaine, que ça passe en plénière au Sénat avant le carnaval, ça va passer à la Chambre, j'espère avant Pâques peut-être, hein, ils vont faire leur travail et puis ça reviendra chez nous. J'espère qu'en tout cas qu'avant la fin de la session qui devrait se terminer en juillet, ça reviendra, mais si on nous annonce des élections au mois de mai, là, je crains le pire. Et ça aussi, c'est tout un travail qui va tomber par terre, si c'est le cas. Voilà.